on va parler d'une boîte mystérieuse, une boîte que tout le monde connaît dans le transport routier de marchandises. C'est une source de préoccupation pour les entreprises, pour les institutions de contrôle, pour l'État, la Commission européenne et aussi les conducteurs. Alors, chez TLF, nous avons trouvé une personne qui connaît le passé, qui va vous conter le présent du chronotachygraphe et aussi qui connaît l'avenir de cet appareil. Alors, tout de suite, je passe la parole à Marc Bougot. Donc, bonjour à tous. Nous allons passer 45 minutes ensemble. Effectivement, je me suis spécialisé sur le chronotachygraphe. C'est pour ça que j'ai créé ce site qui s'appelle guideduchrono.com, pour lequel, sur, je suis le seul, enfin on est le seul à faire ça. On essaye d'être un site de référence et c'est pas simplement un site pédagogique puisqu'on est obligé pour pouvoir répondre aux demandes des entreprises, aux demandes des conducteurs, d'interroger la Commission européenne sur un certain nombre de contradictions, sur un certain nombre de difficultés et pour justement avancer, même si effectivement actuellement la Commission fait un travail d'harmonisation, mais ce travail d'harmonisation oublie un petit peu trop l'aspect pratique, c'est-à-dire concrètement comment ça doit se présenter pour les entreprises et pour les conducteurs. Alors, l'idée, hein, c'est que il y a un certain nombre de modifications qui sont en cours, qui vont, à mon avis, à mon sens, impacter sur la façon dont on doit gérer dans les entreprises le chronotachygraphe. Ces évolutions sont premièrement le registre roue, dont je vais vous parler après, la détection DSRC, c'est-à-dire la détection à distance, hein, le contrôle d'anomalie, et bien entendu le chrono 1CV2. Donc ces trois dispositifs qui sont en train de se mettre en place ou en train de se déployer vont changer les choses en matière de tachygraphe et vont obliger les entreprises à être un petit peu plus rigoureuses. Alors, nous allons aborder deux parties. Une partie sur le contrôle et les sanctions. C'est là, effectivement, qu'on va aborder la question du registre roue et de la DSRC. Et une deuxième partie sur le tachygraphe en lui-même, le 1CV2, et quelles sont les modifications dans la gestion du tachygraphe qui sont à envisager. Alors, bon, ça je l'ai dit. Donc notre activité, on a une activité d'édition, hein, puisqu'on édite donc le guide du chrono. On a aussi un livret qui est diffusé auprès des futurs conducteurs routiers, hein. Parce qu'on est parti du constat que dans les centres de formation, le tachygraphe, pour un certain nombre de raisons, n'était pas forcément bien enseigné. Les futurs conducteurs sortent de formation sans avoir manipulé durant la formation, tout simplement parce que le tachygraphe n'est pas obligatoire en formation, il n'est pas obligatoire pour les formateurs, et donc c'est une partie, un contenu qui est un peu délaissé. Ce qui veut dire que des fois arrivent en entreprise des conducteurs qui ne sont pas bien préparés, et ce qui va poser quelques petits soucis du fait justement du registre roue et du fait de la DSRC. Donc c'est pour ça qu'il est important, et c'est notre travail, il est important que les centres de formation mettent en place une véritable formation à la manipulation du tachygraphe. Pour ce faire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on a une activité d'interrogation des instances, aussi bien du ministère des Transports que de la Commission européenne. Donc, on a édité un certain nombre de questions très pratiques sur la manipulation du chrono dans un certain nombre de situations. Par exemple, le conducteur occasionnel, comment il doit faire? Celui qui vient, par exemple, tous les vendredis chez vous, eh bien, est-ce qu'il doit enregistrer son activité entre deux temps de conduite? Est-ce que le conducteur qui va travailler, qui va le matin faire par exemple du VL et du PL, comment il doit faire, hein? Est-ce qu'il doit faire un double enregistrement sur Mobilic et sur le tachygraphe? Donc voilà. Autre question qu'on a posée, enfin que nous avons posée à la Commission européenne. Il y a eu une entreprise qui a été verbalisée parce que des conducteurs, enfin des agents de quai mettaient les camions à quai.
Et donc, cette activité-là, l'entreprise n'introduit, enfin, les conducteurs, enfin, les agents de quai n'introduisaient pas de carte, et donc l'entreprise a été verbalisée. Donc, on a demandé une clarification à l'Union européenne sur justement la conduite hors circulation publique. Donc, nous sommes en attente de réponse. J'ai une activité importante sur LinkedIn, hein, sur les sujets transport et surtout sur les sujets relatifs à la réglementation sociale et au chronotachygraphe. Voilà. Euh, alors, pour ce qui est des contrôles et sanctions, première partie, le registre Héroux. Alors, le registre Héroux est en service en France. Qu'est-ce que c'est que le registre Héroux? Le registre Héroux, c'est le registre européen des infractions des entreprises et gestionnaires de transport. J'ai dénommé ce registre le casier judiciaire du transporteur. C'est similaire à un casier judiciaire puisque le registre va enregistrer euh, les, les infractions commises par les conducteurs de l'entreprise. Alors, pour information, c'est le règlement d'exécution 2022-694 qui a modifié le règlement initial 2016-403. Pour l'instant, nous avons une inconnue, c'est le nombre de pays qui ont mis en place le registre Héros. On ne le sait pas, donc ça fait partie des interrogations que nous avons eues auprès de la Commission pour savoir effectivement quels sont les pays pour lesquels le registre Héros fonctionne. Euh, alors, le registre Héros centralise les données. C'est-à-dire qu'une infraction relevée dans un pays tiers sera connue des services français, ce qui n'était pas le cas avant. Avant, quand un conducteur avait une infraction en Pologne, l'entreprise, s'il y avait consignation, payait l'amende et le camion repartait et personne n'en savait rien. Ce qui va, avec le registre Héroux, ça ne va plus être le cas. Avec le registre Héroux, le contrôleur polonais va enregistrer l'infraction qui a été relevée sur le registre, ce qui veut dire que tous les autres pays qui seront connectés à ce registre auront connaissance de cette infraction. Et bien entendu, l'autorité française, les services de l'ADREAL sauront que l'entreprise a eu telle et telle infraction dans tel et tel pays. La deuxième notion du registre Héroux, c'est qu'a été instituée une classification des infractions. Toutes les infractions que l'on peut commettre sont classées suivant 3 niveaux. Premier niveau le plus grave, alors en français ILPG, hein, infractions les plus graves, en anglais, ce qui est le plus fréquent, MSI. En général, ce sont des infractions qui impliquent l'arrêt du véhicule. Le véhicule est bloqué, par exemple, le temps de repos a été très largement insuffisant, ou où il y a eu une fraude, hein, le conducteur conduit sans carte, des choses de ce type-là. C'est une infraction particulièrement grave. À ce moment-là, il y a immobilisation du véhicule et ça sera enregistré dans le registre sous l'appellation ILPG. Juste en dessous, nous avons l'infraction très grave, ITG ou VSI en anglais. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que le taux de gravité, enfin l'indice de gravité n'est pas fonction de l'amende, du montant de l'amende dans chaque pays. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des amendes qui soient relativement modestes dans un pays pour une infraction. Ça importe peu, ça sera, même si l'infraction n'est pas très élevée, dès lors qu'elle rentre dans la catégorie, elle sera classée, elle sera enregistrée comme ITG le cas échéant. Et juste en dessous, nous avons infraction grave, IG ou SI. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce barème? Alors déjà, si, pardon, excusez-moi. Donc, vous voyez là, c'est un exemple, hein, un exemple de classification. Donc là, j'ai volontairement
fait une sélection pour parler que des infractions qui concernent le tachygraphe. Par exemple, un conducteur n'a pas fait de saisie manuelle alors qu'elle est requise. Hein, par exemple, on sait qu'il a le matin, avant de mettre sa carte, on a su qu'il avait fait un chargement, par exemple. Il avait fait un chargement de 6 heures à 8 heures, mais il a mis sa carte qu'à 8 heures. Et il n'a pas enregistré manuellement cette activité avant d'avoir mis sa carte. Le contrôleur s'en aperçoit, il verbalise et dans le classement, ça va être une infraction ITG. Pareil, un conducteur qui, le midi, enfin pas le midi, lors d'une opération de transport qui a été débusqué par le biais de la lettre de voiture, eh bien, au moment de l'opération de transport, il s'était mis sur repos, eh bien, il est contrôlé, verbalisé, et cette infraction va être notée comme ITG sur le registre. Non, ça, c'était pas la saisie manuelle. Désolé, c'était la ligne suivante, c'est-à-dire mauvaise utilisation du dispositif de commutation. C'est donc la deuxième dans le cas où le conducteur, pendant sa journée de travail, va se mettre sur repos alors qu'il fait un chargement. Troisième ligne que j'ai choisie, dans le cas où il n'avait pas de, il avait plus de carte, sa carte était perdue, il a fait les choses bien, mais il n'a pas reporté sur un ticket manuellement son activité, donc c'est une ITG dans le barème des infractions. 3 IG par véhicule égale une ITG. C'est-à-dire 3 infractions graves valent une ITG. Et 3 ITG par véhicule et par an doit enclencher normalement une procédure nationale. C'est-à-dire que l'ADREAL, pour une entreprise française, dès lors qu'elle a connaissance qu'une entreprise de son ressort a commis, on a relevé 3 ITG, eh bien, elle doit engager une procédure. Alors, engager une procédure ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir sanction. Il faut simplement que derrière, lors du contrôle en entreprise, l'entreprise puisse faire valoir qu'elle s'est bien rendue compte qu'effectivement, il y avait eu ces infractions, mais qu'elle a depuis mis des correctifs en place et que d'ailleurs, lors du contrôle, elle pourra montrer que le conducteur en question, l'infraction qu'il avait commise, il ne la commet plus. Donc ça ne veut pas forcément dire effectivement que ces 3 ITG vont provoquer une sanction, mais ça veut dire que potentiellement l'entreprise sera contrôlée, aura des comptes à rendre sur ces infractions. Donc voilà, c'est ce que je. Alors au final, si l'entreprise n'a rien fait, effectivement, et puis qu'il y en a beaucoup, ça peut aller jusqu'à la perte d'honorabilité, retrait de licence définitive, partielle, enfin bon, pour une provisoire plutôt. Hein, voilà ce que ça peut provoquer au final. Hein, mais sans parler de ces excès-là, ça veut dire qu'effectivement, les entreprises seront un peu plus surveillées du fait qu'effectivement, dans le passé en international, les services français n'avaient pas connaissance des infractions qui avaient été commises à l'étranger. Donc, vous voyez que par rapport aux exemples que je vous ai présentés, rien que sur le tachygraphe, hein, quelqu'un qui ne fait pas la saisie manuelle pendant un mois, par exemple, il vient d'être embauché, vous vous en rendez pas, vous le savez pas parce que vous avez pas forcément récupéré les données immédiatement, eh bien, au bout d'un mois, il aura, par exemple, 3 ITG. Potentiellement, ça peut effectivement provoquer une procédure déclenché par l'ADREAL de votre région. Bon, ce qui peut, au final, si l'entreprise ne fait rien, on peut arriver à ces extrémités-là. Alors, aussi, pardon, une petite précision quand même, c'est que non seulement le registre va enregistrer les infractions commises, mais va aussi tenir à jour la validité des licences
et va aussi enregistrer l'aptitude des gestionnaires, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'entreprise qui va être, je veux dire, enregistrée, mais c'est aussi le capacitaire qui va effectivement être pris en compte, ce qui peut aboutir en cas de faute, puisque c'est lui qui est responsable de l'activité de transport dans l'entreprise, peut faire qu'il va perdre au final son accréditation professionnelle. Alors, le thème des infractions, puisque je vous ai présenté qu'un seul exemple hein, concernant le tachygraphe, eh bien, vous regardez dans le thème des infractions, hein, il y en a 14. Toutes les infractions possibles en matière de transport sont référencées sur l'annexe du règlement que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc, c'est voilà, toutes les infractions possibles sont recensées et sont classées. Alors, comme je l'ai dit précédemment, le montant de l'amende importe peu, hein, pour l'affectation ILPG, ITG ou ITG. En fait, ça se fait en France par la nomenclature des infractions, c'est-à-dire que c'est automatique, hein. Telle infraction dans la nomenclature des infractions déclenche automatiquement une ITG ou une IG, hein, quel que soit le montant qui a été finalement donné par le tribunal ou par la sanction administrative. Donc, en France, la procédure est la suivante. Quand il y avait verbalisation, que ce soit la police, les contrôleurs du transport terrestre ou l'inspection transport, bah, transmettent l'infraction à l'ADREAL de la région. L'ADREAL de la région saisit l'infraction sur le registre, hein, c'est le seul service qui intervient sur le registre. Et comme je l'ai dit précédemment, l'incrémentation est automatique en fonction du barème. Ce n'est pas le montant de la sanction qui importe. Et ensuite, l'ADREAL de l'entreprise, hein, donc pas celle qui a saisi, mais l'ADREAL de l'entreprise, engage le cas échéant une procédure ou demande des explications à l'entreprise dès lors qu'il y a normalement 3 ITG. Et on l'a vu rien que sur le problème du tachygraphe, avoir 3 ITG est relativement, c'est assez facile, je dirais, hein. Il suffit effectivement qu'un conducteur a de mauvaises habitudes et que, effectivement, par exemple, il ne fasse pas ses saisies manuelles, peut provoquer assez rapidement 3 ITG. Lors d'un contrôle, bah, le service de contrôle a la possibilité d'interroger le registre et en fonction des indications qui figurent sur le registre, bah, savoir si l'entreprise est coutumière des infractions, savoir quelle est la personnalité de l'entreprise et va décider à ce moment-là, en fonction des éléments qu'il aura recueillis, de savoir s'il doit laisser passer considérer que c'est négligeable ou au contraire que ça n'est que la réédition d'un certain nombre d'infractions déjà enregistrées pour justement verbaliser. Donc, il aura la possibilité, lors d'un contrôle, d'interroger le registre pour savoir ce qu'il en est. Alors, comme je l'ai dit en introduction, je n'ai pas d'indication sur le nombre de pays qui fonctionnent effectivement avec le registre ERU, hein, qui enregistrent les infractions et ceux qui consultent, nous n'avons aucune idée. Nous savons simplement que les Pays-Bas sont le premier pays qui s'est connecté. C'est la seule certitude que je peux vous donner à ce jour. Bon, pour aller plus loin, je vous en reparlerai tout à l'heure. Vous avez ce que je viens d'évoquer avec vous, aussi bien sur la présentation du registre ERU que sur l'accès au barème des infractions. Vous pourrez le trouver sur le site Guide du chrono en abonnement premium. Alors, autre disposition sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, mais quand même je vais vous le présenter, c'est le phénomène de la dépénalisation des infractions euh, qui a été intensifié dans le transport avec la loi de programmation du ministère de l'Intérieur du 24 janvier dernier. Alors,
Je vais tout de suite vous montrer ce que ça signifie par ces exemples, ces extraits concernant le transport. Lors d'une verbalisation, le contrôleur, le policier, le gendarme a la possibilité soit, pour certaines infractions, de faire suivre et de saisir une juridiction, soit au contraire de faire une sanction, de prononcer une sanction administrative. Si vous regardez le barème, par exemple, un conducteur qui n'a pas de carte ou qui a une carte non conforme, s'il a une procédure, il risque jusqu'à 3 750 € d'amende et jusqu'à 6 mois de prison. Si c'est une sanction administrative, là c'est un forfait, c'est 800 €, en sachant comme toutes les sanctions, les contraventions, si on paye plus vite, c'est moins cher, si on attend un petit peu pour payer, c'est plus cher. En sachant que si c'est le cas, si c'est une entreprise, c'est-à-dire si c'est une personne morale, l'infraction, par exemple, à 800 € est multipliée par 4. L'avantage pour le contrôleur, c'est qu'à partir du moment que les juridictions sont relativement engorgées, que les juges ne sont pas toujours au fait des problèmes du transport et des problèmes de concurrence déloyale, le contrôleur peut se dire, bah, bien sûr, il pourrait être sanctionné plus lourdement, mais si je fais une sanction administrative, elle sera sanctionnée plus assurément. Donc, effectivement, le contrôleur, il peut décider plutôt de choisir la voie de la sanction administrative plutôt que la voie de la sanction judiciaire. Alors, ça concerne quand même des infractions relativement importantes, hein, en sachant, comme je l'ai dit précédemment, que ça ne changera rien par rapport à l'inscription au registre Héroux. Elles seront, même si effectivement c'est une sanction administrative, ça sera quand même enregistré au registre Héroux. Alors, l'incidence pour un transporteur français. L'avantage de la dépénalisation, c'est que ça n'apparaît pas au casier judiciaire, ça n'apparaît pas, il n'y a pas d'annonce légale, hein. Par contre, c'est sur Héroux. L'inconvénient, c'est que c'est une sanction administrative. C'est-à-dire que l'entreprise, si elle estime que l'infraction est injustifiée, ça veut dire qu'elle doit la contester a posteriori. C'est-à-dire qu'elle doit aller au tribunal administratif pour contester l'infraction. Quand c'est une procédure judiciaire, eh bien, elle peut se présenter au tribunal avec ses arguments dans le cadre d'un débat contradictoire et à ce moment-là faire valoir ses droits et peut éventuellement éviter l'infraction. Donc là, la difficulté, effectivement, c'est que c'est a posteriori que la contestation peut se faire, ce qui est un petit peu plus compliqué. Pour un étranger, ben, il n'y a pas de consignation. Il y a une consignation que quand il y a une procédure judiciaire. Donc, ce qui veut dire que le recouvrement d'une sanction administrative sera plus difficile. Ce qui veut dire que si les services de contrôle choisissent cette voie pour une entreprise étrangère, ça ne lutte pas, ça ne va pas aider à lutter contre la concurrence déloyale. Donc c'est pas forcément ce qu'il devra être choisi pour une entreprise étrangère, mais peut-être que le contrôleur préférera une certitude que d'attendre qu'il y ait une juridiction qui statue. Bien, ce sujet étant clos, nous allons passer maintenant à la question de la détection à distance. L'objectif pour vous n'est pas tellement d'éviter la procédure, mais plutôt de limiter le risque de contrôle. C'est-à-dire de limiter le risque que votre conducteur soit arrêté sur la route et qu'il perde du temps dans un contrôle plutôt que véritablement la procédure. Si vous êtes une entreprise qui ne commettez pas trop d'infractions, ce n'est pas forcément le risque, c'est plutôt le risque d'être contrôlé. Alors, 6 pays actuellement sont équipés, hein, le Danemark, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Pologne et la Belgique. Et c'est en test en France dans 3 régions. C'est-à-dire que c'est en test, ça veut dire que la France teste les équipements avant de faire son choix. Alors, quels sont les véhicules qui vont être concernés par la détection à distance? Uniquement les véhicules qui sont équipés, qui sont équipés d'un chrono intelligent, dit intelligent, c'est-à-dire un chrono qui équipe le véhicule depuis le 15 juin 2019.
Donc il y a une opération en février en Belgique de test justement du dispositif de détection à distance. Donc il est dit qu'on peut contrôler, analyser 50 véhicules à l'heure. Lors de cette opération, 128 véhicules présentant une anomalie ont été contrôlés. 163 infractions ont été relevées. 72 000 euros d'amende ont été dressés. L'avantage de cette technique, c'est qu'il n'est plus indispensable d'arrêter le camion, d'arrêter un certain nombre de camions pour les contrôler. On ne va contrôler que les camions qui présentent une anomalie. Alors, le dispositif commence par des antennes. Les antennes peuvent être statiques, c'est-à-dire placées sur le bord de la route, peuvent être placées sur un véhicule en circulation. Elles peuvent être aussi sur un portique. Alors sur le portique, attention parce que ça ne voudra pas dire qu'il y aura une verbalisation automatique, puisque le dispositif de détection à distance nécessite le contrôle du camion, hein. Mais par contre, ça peut servir d'un point de vue statistique, c'est-à-dire qu'il y a un portique, on le relève de temps en temps, et on s'aperçoit que telle ou telle entreprise, de par les immatriculations, a beaucoup d'anomalies, ça peut permettre de diligenter un contrôle en entreprise. Dynamique, ce qu'il est dit par les fabricants, c'est qu'un véhicule de police équipé, roulant à 200 km/h, peut aspirer les données de tous les véhicules qu'il dépasse. Alors, des exemples de placement, ça peut être soit au bord de la route, hein, on l'a vu, soit dans le véhicule, ou soit sur un pont. L'avantage sur le pont, c'est que le fabricant, le fournisseur, revendique le fait qu'il peut aspirer les données des camions sur les 3 voies. Alors, les forces de l'ordre ne sont pas forcément à proximité. C'est numérique, les données sont transmises. Alors, il y a plusieurs procédés suivant les fournisseurs, mais les contrôleurs peuvent être un petit peu plus loin sans que les autres camions sachent qu'il y a un contrôle à ce moment-là, et on va arrêter les véhicules qui auront été signalés comme présentant une anomalie. Donc, le contrôleur peut avoir ça sur une tablette, sur un ordinateur, sur son smartphone, et il a les données des véhicules qui présentent des anomalies. Alors, je vais vous présenter un petit peu comment, enfin, le module, l'affichage qu'il va avoir. À gauche, vous avez, pour un camion donné, toutes les, tous les données qui vont apparaître pour ce camion-là. Quand c'est en vert, eh ben, c'est que la donnée ne pose aucun problème. Quand c'est en rouge, eh ben, c'est qu'il y a effectivement un souci. Quand c'est en jaune, c'est simplement l'indication d'une information comme par exemple la vitesse, ce qui va permettre au contrôleur ou au policier qui a dépassé un camion, qui s'aperçoit que le camion annonce une vitesse de 80, alors que le véhicule de police a eu toutes les difficultés du monde à le dépasser. Donc, comparant les deux données, il pourra se dire qu'il y a un problème de réglage du tachygraphe, de l'enregistrement de la vitesse, et qu'il y a un souci. Et à droite, vous avez la liste des véhicules dont les données ont été aspirées. Le contrôleur, après, il peut choisir celle qu'il veut voir. Il y en a une, le dernier, il est en rouge. Ça veut dire qu'effectivement, celui-là présente une anomalie, et c'est celui-là qu'on pourra arrêter. Enfin, alors, comme je l'ai dit précédemment, c'est un dépistage. Il y a forcément contrôle du véhicule qui présentait une anomalie. Donc, il n'y a pas de verbalisation automatique. Alors, tout à l'heure, dans la deuxième partie, je vous donnerai les indications concernant les données qui sont relevées. Mais il y a déjà Oui, alors déjà, le premier souci pour vous, c'est la question de la conduite sans carte. La conduite sans carte est une donnée qui va être signalée. La conduite sans carte dans les 10 jours précédant le contrôle.
Ça veut dire que ce n'est pas forcément le conducteur qui a conduit le véhicule sans carte, mais un véhicule qui a été conduit sans carte, par exemple, à l'entreprise. On l'a déplacé du parking pour le mettre à quai. Le conducteur en question qui conduit ce jour-là n'est pas concerné puisque ça a été fait, par exemple, par un agent de quai. Mais pendant 10 jours, ce véhicule-là est présenté comme potentiellement infractionniste. Et le pire dans le système, enfin le défaut dans le système, c'est que le véhicule ait été conduit sans carte pendant 1 minute ou que le véhicule a été conduit sans carte pendant toute la journée, le système ne fait pas la distinction. Ça veut dire que votre véhicule qui a été conduit sans carte pendant 1 minute sera potentiellement présenté comme infractionniste pendant 10 jours et donc potentiellement il pourra être arrêté. Donc, s'il y a un des sujets sur lequel il y aura à travailler à l'avenir, c'est justement d'éradiquer les conduites sans carte parce qu'elles vont désigner le véhicule de votre entreprise comme potentiellement infractionniste, en sachant que cela ne signifie pas pour autant que l'entreprise sera verbalisée. Elle pourra justifier cette minute de conduite sans carte, mais ça voudra dire quand même que sur la route, le véhicule aura été arrêté et on aura peut-être trouvé d'autres choses qui n'auront pas été. Donc, c'est un souci et c'est un des sujets sur lesquels il y aura lieu de réfléchir pour éviter justement d'être présenté comme infractionniste. Alors, c'est un des défauts du système, c'est qu'effectivement, le système veut permettre une plus grande efficacité du contrôle. Le seul problème, c'est que les informations qui sont données, ce type binaire, c'est-à-dire oui ou non, 1 minute de dépassement du temps de conduite ou 2 heures de dépassement de temps de conduite sont la même chose, ça apparaissent de la même façon sur le module. Pareil, un conducteur qui a eu un problème de batterie ou celui qui a débranché volontairement son tachygraphe pour qu'il n'y ait pas d'enregistrement, ben, il n'y aura pas de distinction. Voilà, donc ça, c'est un petit peu la limite du système qui fasse qu'effectivement, les contrôleurs risquent d'être un peu engorgés avec des véhicules qui finalement n'auront pas d'infraction parce qu'ils ils auront dépassé d'1 minute le temps de conduite qui d'habitude ne donne pas lieu à une verbalisation, mais là, donc le contrôle risque, l'efficacité du contrôle risque d'être un petit peu mise à mal du fait qu'il n'y a pas de distinction dans les données. Marc, Oui, je vois l'heure qui tourne. oui, je vois. Oui, il reste 10 minutes, 10 maximum 15 pour D'accord. le reste. D'accord, OK, très bien, très bien. Bon ça je vais, simplement je vais essayer d'être rapide là-dessus. Attention, ce qui est important, dans notre propos, c'est que jusqu'à maintenant, les entreprises, faisaient, je dirais, les rectifications après coup, c'est-à-dire justifier, un certain nombre d'infractions ou d'anomalies sur la carte ou sur le tachygraphe. Le problème, c'est que ce qu'il faut ne pas oublier, c'est qu'on est là plus c'est le contrôle routier qui va prendre de l'importance par rapport au contrôle en entreprise et que la difficulté que nous avons, c'est que c'est la source. La donnée numérique, on sait la gérer. Depuis le tachygraphe jusqu'à la paye, on a des logiciels qui fonctionnent très bien. La difficulté, c'est la source. Et c'est là qu'il y a, à notre avis, un travail à effectuer sur la source de la donnée, c'est-à-dire sur l'enregistrement, le bon enregistrement par le conducteur, conformément aux procédures. Sur le tachygraphe pour éviter justement le contrôle routier. Donc, je vais résumer. Attention aussi à vos logiciels. Vos logiciels sont capables de calculer les payes, mais ne sont pas toujours bien paramétrés, puisqu'ils vont des fois trouver des infractions qui n'existent pas, ou au contraire, des anomalies, en particulier sur le tachygraphe, ne vont pas apparaître. Hein, la conduite sans carte n'est pas toujours décelée par les logiciels, euh, ou si elle est décelée, elle n'est pas forcément regardée. Et pareil, l'absence de saisie par exemple du repos par le conducteur n'apparaît pas toujours dans les logiciels de gestion et d'analyse des données numériques. Donc, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, vous le retrouverez de toute façon à disposition, hein, cette partie-là aussi. Alors,
le chrono tachygraphe, un CV2. Donc là, je vous ai mis les dates de mise en place. Donc, à partir du 21 août 2023, tous les camions neufs devront être équipés du chrono 1 CV2. Pour ce qui est des véhicules plus anciens, ils devront, s'ils ne font pas d'international, ils peuvent rester toute leur vie avec un chrono ancien. Par contre, s'ils font de l'international, il y a des dates butoirs, hein, qu'ils vous font donner ici, c'est-à-dire les chronos qui ont été mis en circulation avant le 15 juin 2019 devront être changés avant le 1er janvier 2025, ou alors, si on ne le change pas, ce véhicule ne pourra plus faire d'international. Pour ce qui est des véhicules mis en circulation actuellement ou mis en circulation depuis le 15 juin 2019, le chrono devra être changé avant le 22 août 2025, ou alors l'entreprise ne pourra plus utiliser ce véhicule à l'international. De même, une extension du tachygraphe va se faire pour les utilitaires de plus de 2,5 tonnes à partir de 2,5 tonnes à partir du 2 juillet 2026. Alors, le 1CV2 principalement va concerner l'enregistrement, va concerner le problème du contrôle du cabotage. C'est pour ça que le chrono 1CV2 va enregistrer automatiquement le passage des frontières. Actuellement, le conducteur doit le faire lui-même, mais avec le 1CV2, l'enregistrement sera automatique. En international, le conducteur est invité plutôt à indiquer qu'il est en chargement, en déchargement. À partir du moment qu'il l'aura indiqué dans le menu, hein, qu'il est en chargement, à ce moment-là, il y aura enregistrement de la localisation. Alors, une petite précision là-dessus. L'Union européenne n'a pas rendu obligatoire cette saisie. Elle est vivement conseillée. En national, bah, c'est pas utile, mais il y a une contradiction entre la réglementation française et la réglementation internationale, puisque la réglementation française prévoit que le chargement et le déchargement doivent être saisis systématiquement. Or que l'Union européenne ne dit pas que c'est obligatoire, elle dit que c'est vivement conseillé et elle reconnaît qu'en national, ça ne se justifie pas. Ce qui pose problème, hein, donc il y a un problème d'harmonisation entre la réglementation française et la réglementation internationale. Peut-on demander à un conducteur de messagerie qui va s'arrêter toutes les 10 minutes, de saisir qu'il est en chargement? Ça pose un petit problème d'harmonisation. Alors, autre changement sur le chrono 1CV2, le changement d'horloge sera automatique, sera lié au fuseau horaire. Donc, quand on changera de pays avec changement de fuseau horaire, le conducteur n'aura rien à faire, ça se fera automatiquement. Le chrono 1CV2, ce que ne fait pas le chrono actuel, va communiquer les temps de conduite donc dans le cadre de la DSRC, ce que l'on vient de voir tout à l'instant. Le stockage des données est étendu à 56 jours. À partir du 1CV2, le conducteur est contrôlé sur 56 jours. Ce qui renforce l'idée qu'il faut effectivement d'être beaucoup plus rigoureux concernant la saisie et l'utilisation du chrono, puisque le conducteur se trimballe pendant 56 jours, s'il n'a pas fait ce qu'il fallait, pendant 56 jours avec des informations, enfin des données qui peuvent poser problème et peuvent engendrer une infraction. Alors, pourquoi il est-il intelligent? Hein, assez vite, parce qu'il communique. Hein, donc là, je ne vais pas m'étendre. Hein. Donc, le chrono va communiquer avec les forces de l'ordre, ce que l'on vient de voir avec la DSRC. Il se positionne, il est positionné par les satellites. Alors, je dis, et il y a aussi les données ITS qui sont communiquées. Alors, ce n'est pas forcément à l'entreprise, mais c'est communiqué au propriétaire du véhicule. Bon, sur la localisation GNSS, alors pourquoi on dit GNSS? Tout simplement parce que et pas GPS, parce que le chrono est en relation avec 4 constellations de satellites. Le véhicule est positionné en permanence. Même si l'enregistrement n'est pas continu,
le véhicule est positionné en permanence, ce qui peut poser un problème dans un ferry. Dans un ferry, si le conducteur ne se met pas en position rail ferry, le chrono va dire mais je comprends pas, le véhicule il bouge alors qu'il n'y a pas de conduite. Donc pour éviter ça, il faut se mettre sur rail ferry, même si la traversée ne dure qu'une demi-heure. La localisation se fait à la prise et à la fin de service et toutes les 3 heures de conduite continue. Et le chrono 1CV2, à la différence du chrono 1CV1, fait l'enregistrement du passage des frontières automatiquement. Bon, ça on l'a vu. Cette localisation, on le voit sur le ticket, hein, sur le ticket, vous avez le conducteur, il a embauché, il a mis sa carte à 7h30 et on a sa position satellite, longitude, latitude. Ça apparaît sur le ticket. Les données personnelles, je ne vais pas insister là-dessus. Les liaisons DSRC, alors je vais vous les dire un petit peu. Par exemple, on sait si le conducteur a bien introduit sa carte. On sait s'il n'y a pas une deuxième carte. Par exemple, un conducteur qui a 2 cartes, on voit qu'il n'y a qu'un seul conducteur à bord, mais il y a 2 cartes. Bon, ça. Et toutes ces données-là sur 10 jours, hein, par exemple les excès de vitesse, les conduites sans carte, l'introduction pendant la conduite, etc., etc. Et avec le 1CV2 va apparaître les données concernant la conduite. C'est-à-dire que les dépassements des temps de conduite continus, journalières, hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, vont apparaître comme données DSRC sur les nouveaux tachygraphes. Donc, ça veut dire qu'effectivement, le véhicule va être présenté comme potentiellement en infraction. Alors, je ne vais pas insister là-dessus, mais j'ai fait un petit tableau sur notre site concernant l'achat de véhicules, hein, dans les semaines qui viennent pour voir l'incidence, hein, que ça peut présenter en termes de tachygraphe. Si le véhicule ne fait pas d'international et que c'est un 1CV1, c'est-à-dire que ce n'est pas un nouveau chrono, il pourra rester avec son 1CV1. Si ce véhicule acheté dans les semaines qui viennent fait de l'international, eh ben, il faudra, comme les autres, qu'il change de chrono, même si c'est un véhicule neuf. À votre entreprise de négocier avec avec le constructeur, eh bien, qu'il fasse le changement par la suite. Alors, oui, bon, ça, c'est ce que je viens de vous dire, que vous trouverez. Alors, les nouvelles habitudes à mettre en place, hein. Donc, il faut éradiquer la conduite sans carte. Si la conduite est exonérée de la RSE, la seule solution, c'est de se mettre en out ou hors champ. Ça veut dire qu'à ce moment-là, ce out et ce hors champ n'est pas une donnée DSRC. Ça ne veut pas dire que l'entreprise ne peut pas avoir à rendre des comptes pourquoi le conducteur s'est mis en out, mais l'avantage, c'est que ce n'est pas signalé comme une donnée DSRC, le véhicule n'est pas présenté comme infractionniste. La saisie manuelle doit être systématique, c'est-à-dire que le conducteur, quand il embauche le matin, il doit enregistrer son temps de repos. Le temps de repos doit normalement figurer sur sa carte. Ça veut dire qu'entre l'éjection et l'introduction, il doit dire qu'il était en repos, c'est très facile. Mais beaucoup de conducteurs ne le savent pas ou ne le font pas. Pareil, le pays de départ et le pays le matin et le pays le soir doivent être enregistrés, sinon c'est 135 € par jour. On va passer, alors donc les 1CV2 vont enregistrer les données sur 56 jours. À partir du 1er janvier 2025, ça sera tous les chronos, tous les conducteurs, même s'ils ont des camions anciens, qu'ils devront présenter 56 jours d'activité. Donc, ils seront verbalisables sur la route sur 56 jours. Localisation enregistrée, hein, donc ça c'est en international, hein, donc le conducteur quand il fait un chargement, eh ben, il doit dire qu'il est en chargement. Alors c'est la position qui est enregistrée, c'est pas la durée, hein, du chargement, c'est simplement pour dire à ce moment-là j'étais en chargement.
Comme ça, les contrôleurs, dans le cadre du contrôle du cabotage, peuvent voir si l'entreprise n'a pas fait plus dans une semaine, pas plus de 3 chargements, enfin 3 opérations de transport dans une semaine. C'est pour ça qu'effectivement, le chrono 1 CV2 a mis en place, enfin, pour le chrono 1 CV2, on a mis en place le fait de faire la localisation à la frontière, hein, pour pouvoir voir si le véhicule reste une semaine à faire du cabotage et voir le nombre d'opérations de transport qu'il fait dans cette semaine. Alors, ça voudra dire, je me répète un petit peu, mais ça voudra dire qu'au niveau de l'exploitation, eh bien, à l'avenir, il faudra effectivement que vous posiez la question au niveau des véhicules, si ces véhicules peuvent faire encore de l'international ou pas. Si votre entreprise a choisi de ne pas changer le chrono, eh bien, il faudra effectivement que vous regardiez si le véhicule que vous avez peut faire de l'international en fonction des dates de mise en circulation. Alors, Trace 2, donc l'Union européenne est en train d'essayer d'harmoniser l'interprétation de la réglementation. C'est un peu difficile, hein, donc il y a quand même une difficulté à ce niveau-là. Il y a des pays qui n'ont pas du tout les mêmes règles du jeu, les interprétations divergent et pour le transport international, ça pose quand même quelques petits soucis. Et l'exemple étant l'exemple que je vous ai donné, la France considère qu'il faut verbaliser le fait que le conducteur ne saisisse pas le chargement, le déchargement, alors que dans les textes européens, c'est simplement vivement conseillé, c'est vivement recommandé, mais ce n'est pas une obligation et ça ne fait pas partie des infractions du registre Hérault. Donc, je vais pas vous donner tous les sujets, mais il y a beaucoup de choses et on attend avec impatience la publication de ce document, de ce pavé Trace 2, pour effectivement pouvoir dire un certain nombre de choses sur les procédures, aussi bien sur la manipulation du chrono que sur l'application de la réglementation sociale. Alors bon, pour terminer, au niveau de ce que nous faisons, donc si vous avez besoin, nous pouvons faire des modules de formation, pour vos conducteurs, pour vos gestionnaires. On fait aussi du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on peut analyser les infractions et effectivement, vous accompagner au niveau des correctifs. Si vous voulez avoir une action de communication auprès des écoles, des établissements, on peut servir de support en diffusant notre guide à vos couleurs. Dernière chose sur laquelle bah, je fais la promotion parce que je pense que vous y trouverez beaucoup de choses, c'est de vous abonner à notre site en abonnement premium. Vous aurez toutes les informations que je viens de vous délivrer, développer. Vous pourrez les consulter à tout moment. L'avantage, c'est que on fait des mises à jour. Si l'Union européenne décide d'un changement dans les procédures, eh bien notre guide sera mis à jour aussi. Donc, je vous invite vivement à vous abonner en premium. Bien entendu, quand vous vous abonnez, une facture sera émise. Voilà, c'était un peu rapide, c'était un peu dense, mais voilà, j'ai essayé de terminer l'objectif des 45 minutes. Super, merci beaucoup, Marc. Oui, et je peux vous assurer que, Marc, il a beaucoup, beaucoup encore d'autres, informations qu'il ne pourrait pas partager parce que je lui dis: «Non, non, ça ne va pas entrer». Bien, alors, il nous reste, 10 petites minutes, pour les questions-réponses et je vais déjà, si vous voulez bien, poser les questions, qui sont dans le chat. Je voudrais vous préciser que ce webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne dans l'espace adhérent, comme d'habitude, avec ce support de présentation. Donc, l'information sur la mise en ligne des documents sera via notre newsletter TLF et aussi dans les actualités TRM. Donc, il faut compter quelques jours pour le montage. Alors, la première question, c'était, voilà, Marc, je vous lis. L'entreprise et le capacitaire sont-ils informés de la saisie d'une infraction sur les rues?
Alors, ils sont pas informés, mais, il existe, des sociétés qui, leur do enfin avec lesquelles ils peuvent être en contrat, qui peuvent leur donner les informations. Donc ça, je vais me faire préciser ça un peu plus, de manière à ce que je vous donnerai en complément de ce que vous allez mettre en ligne à vos adhérents, je vous donnerai exactement, une réponse précise sur le sujet. Et là, tout de suite, je suis curieuse de savoir quelles sont, comment s'appellent, ces entreprises qui peuvent, Bah, il y a servir enfin bon, ça d'intermédiaires? m'embête un peu de vous en donner parce que j'en connais qu'une, c'est Move Expert, hein, qui accompagne les entreprises sur l'international. Alors beaucoup pour les pays de l'Est en fait, hein, puisque, surtout dans le cadre du détachement, hein. À partir du moment que ces entreprises-là, doivent rendre des comptes au niveau du détachement, c'est ce travail qu'elle fait, hein. Donc, je vais vous répondre beaucoup plus précisément que je viens de le faire sur cet aspect-là, sur l'accès au registre HERO. D'accord. Merci. Alors, la question suivante, concernant les tests qui sont en application aujourd'hui dans certaines, régions, l'entreprise voudrait savoir, si, des infractions pourraient aussi en découler de ces tests et les entreprises pourraient être interpellées. Alors, autre question sur laquelle je n'ai pas de réponse, hein, donc je vais me renseigner aussi. Je Moi, ne j'ai une sais pas réponse. J'ai une comment? réponse. Ah, vous en J'ai une avez une, bon. réponse parce que Ah j'ai bah, allez-y. interrogé, l'administration, le ministère D'accord, des Transports. Il faut dire que, la détection à distance est obligatoire dans tout l'espace, communautaire à partir du mois d'août de cette année. En fait, ça fait partie du paquet mobilité et lorsque je me suis mise en contact avec Marc, on a commencé à échanger et il a partagé l'info sur la livraison du matériel au ministère. Donc tout de suite, j'ai profité pour interroger sur ces tests-là et l'administration, m'a précisé qu'il s'agissait uniquement des tests du matériel. Il n'y a pas encore de verbalisation des entreprises. Après, ce d'accord. qu'ils vont faire avec les données, ça, c'est autre chose, hein, mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas du tout, Oui, voilà. mais je Ils n'ont pas mettrai quand même encore choisi de prestataire. oui, j'entends bien, mais ça n'empêche, vous me qu'un contrôleur qui s'aperçoit, à partir de ces tests, qu'il y a une entreprise qui passe un peu trop souvent. Qu'est-ce qui l'empêche sans tenir compte des données du test, de spontanément se présenter pour un contrôle en entreprise? Donc il y a quand même un petit doute. Effectivement, ça ne veut pas dire que quand ils vont faire des contrôles routiers, mais ça n'empêche qu'on peut, imaginer que ça peut y servir, que ça puisse servir pour les contrôles en entreprise sans que ça soit, mis en avant. Oui, complètement, complètement. Bien. Je lis également une petite précision qui a été apportée. Donc le concessionnaire est censé se mettre en mode hors champ sur le tachygraphe. Le concessionnaire, le mécanicien, le garage, quand vous dites le concessionnaire. Hem, je sais pas, j'invite l'entreprise oui, oui, la réponse est oui. Alors, Alors bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est ce que alors si le garage ne le fait pas, il vaut mieux que le conducteur qui laisse son camion au garage le fasse, hein, de manière à ce qu'effectivement le conducteur, il retrouve pas le camion le soir avec une conduite sans carte. Pareil, j'ai, une entreprise qui fait du transfert de vé enfin qui fait du convoyage de véhicules, hein. J'ai insisté sur cette entreprise en disant que, déjà, ils sont obligés d'avoir une carte et que s'ils mettent pas de carte, ils mettent en difficulté l'entreprise pour lequel ils font le convoyage. Alors mmh, pour un véhicule qui n'est pas un véhicule neuf, hein. Donc effectivement, hein, ça c'est, vous avez tout à fait raison. Mais le bien. conducteur, à mon avis, le mieux, c'est que quand le camion, est laissé au garage, le mieux, c'est que le conducteur prenne l'initiative de le faire. C'est pareil, on a sur le parc le samedi matin, le marchand de pneus qui peut venir. Le conducteur, il a intérêt aussi, sachant que de temps en temps le marchand de pneus vient pour faire l'échange des pneus, il peut aussi, mettre son camion en out. L'avantage, c'est que le lundi, quand il reprend le travail, quand il met sa carte, le out s'arrête. Donc ça lui permet effectivement de se préserver du risque de conduite sans carte. Oui. Est-ce qu'il y a quelques questions maintenant posées, de vive voix?
Il nous reste 2 petites minutes. Non, pas de questions? Très bien. Ah, allez-y. Oui, monsieur Febvre? Oui, vous m'entendez? Oui, Oui, très bien. Bonjour. Oui, j'ai justement écrit que le mode autre tâche doit s'activer automatiquement à la coupure du contact du véhicule. Alors, est-ce que c'est, on a plusieurs véhicules, alors certains arrivent avec ce paramètre déjà dans le chrono, d'autres se mettent en repos quand on coupe le contact. Est-ce oui. que si c'est la loi, pourquoi il y a ces différences? Alors, c'est un problème de réglage. C'est un problème de réglage. Mhm, C'est un problème, surtout dans une entreprise quand il y a des réglages qui sont différents. C'est-à-dire qu'un conducteur qui a une certaine habitude passe d'un véhicule à l'autre, il va être en difficulté et ça va le mettre en ouais, difficulté. Donc, l'entreprise peut d'elle-même, même si le réglage arrive d'une certaine façon, l'entreprise peut très bien, alors sur un certain nombre de chronos, on peut le faire avec la carte entreprise, hein. Vous avez la possibilité avec la carte entreprise de changer le réglage ou si vous pouvez pas le faire, vous avez eh bien, il faut demander à l'atelier de le faire. C'est-à-dire que quand vous faites la première mise en service, ben mhm, vous leur donnez vos instructions de manière à ce que sur votre parc, les camions soient réglés de la même façon, parce que sinon, ça pose trop de problèmes. Et personnellement, je pense que mettre automatiquement, faire qu'à la coupure, le chrono se mette automatiquement au repos, ça pose quand même un sacré problème, aussi bien pour l'entreprise que pour le conducteur, parce qu'on peut présumer que l'entreprise essaye de mettre, d'échapper à des temps de service. Et donc, il y a une suspicion qui pèse quand même sur l'entreprise dès lors qu'elle fait régler sur repos à la bien sûr. coupure. C'est justement pour ça que certainement que la loi dit que ça doit être en travail plutôt qu'en repos quand on coupe le contact. Voilà, le problème, c'est que la réglementation, comme souvent, la réglementation européenne n'est pas très claire. Oui. Alors, elle n'est pas très claire et c'est justement la difficulté, hein. Ce qu'il est dit, c'est que c'était possible, mais il faut que la possibilité soit laissée au conducteur de changer. C'est-à-dire qu'effectivement, le conducteur, quand il se met automatiquement au repos, le symbole du repos clignote pendant quelques secondes et il a la possibilité Mhm, de passer en marteau. Mais encore une fois, le conducteur qui fait beaucoup de livraisons, ça c'est un problème pour lui. Le conducteur qui a eu l'habitude d'un certain fonctionnement, bah, il ne va pas s'en apercevoir tout de suite et il va être pendant plusieurs heures ou pendant plusieurs jours à être en infraction, parce qu'il sera en infraction. S'il oui, décharge alors qu'il pensait que son chrono était sur marteau, il va être en infraction et il est potentiellement verbalisable. Et on peut penser que l'entreprise, et il y en a qui le font, hein, ça on le sait, mais on peut penser que l'entreprise l'a fait un peu volontairement pour minorer les temps de travail. Donc oui. c'est à déconseiller, mais effectivement, l'Union européenne n'a pas été très claire. Alors j'ai un service de contrôle qui dit que pour lui, ça ne peut pas être possible sur les chronos 1CV2. C'est-à-dire que sur les chronos 1CV2, ceux qui sont mis en circulation depuis le 15 juin 2019, ce réglage ne devrait pas être possible. Mais bon, c'est à votre niveau d'intervenir, soit de le faire vous-même avec la carte entreprise si c'est possible, et si c'est pas possible, eh bien de passer à l'atelier ou demander quand les véhicules soient livrés, donner comme instruction que ça soit réglé de la façon dont vous le souhaitez, de manière à ce que vous ayez une uniformité sur votre parc. D'accord. Ok, très bien, merci. Bon, ça, c'est un des sujets, bon, c'est pas pour me faire la. Mais c'est un des sujets qui est traité dans notre guide, hein. Il y a une rubrique sur cette question. D'accord, très bien, merci. Bien. Est-ce qu'il y a encore la dernière question avant qu'on clôture?
Alors, très bien. Bah, écoutez, vous savez où trouver Marc maintenant. Il pourrait vous renseigner davantage si vous avez d'autres questions d'ici là. Sinon, tous les supports, seront à votre disposition probablement, la semaine prochaine. Merci beaucoup Marc Merci, à pour les bientôt. contenus, voilà tous les détails et merci beaucoup à vous pour votre présence, votre écoute et votre participation. À très bientôt.